Bien, nous allons terminer ce que je vous disais il y a très longtemps, avant les vacances, avant ce confinement, à propos de M. Hainaut et de son abrégé chronologique qui vante, qui chante les louanges de Louis XIV, mais ces louanges sont bien sûr quand même partiales, d'une part, et il avait ses défauts. Le soleil a ses taches, mais il est toujours le soleil. Vous savez, c'est le panégyrique du père de la Rue à la mort de Louis XIV. Et Leibniz, je vous l'avais dit dans sa lettre à la Palatine, avait dit que c'était un des plus grands rois qui ne furent jamais. Et donc c'est dans cette perspective que se place M. Hainaut. Et M. Hainaut vante Louis XIV, mais en même temps cela va régir sur Louis XV. Et voici par exemple, dans cet abrégé chronologique, l'épisode de l'opposition de Louis XIV avec la ville de Gênes. Il s'agit du 15 mai 1685. Le roi corrige la ville qui a changé d'alliance, mais il ne la prend pas à condition que le doge se soumette à Versailles, ce qui fut fait. Et Monsieur Hainaut commente ainsi: si les Génois éprouvèrent alors les effets de la clémence du roi, ils ressentirent bien autrement les effets de la protection de Louis XV. Et là, il s'agit d'un autre épisode, plus tardif, 1746. Les armées de Louis XIV délivrèrent Gênes et la remirent dans ses possessions face à des oppositions de la couronne de Hongrie. Donc on voit comment, parlant de Louis XIV, M. Hainaut en profite pour louer Louis XV. Et c'est bien cette perspective qui était là dans la chronologie, l'abrégé chronologique, le nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France. Ce qui montre qu'à cette époque, on pouvait, donc plein milieu du XVIIIe siècle, on pouvait être tout à fait royaliste, tout en faisant partie de la haute société parisienne, parlementaire, et même éclairé, chez que M. Hainaut. Cela n'empêchait pas pourtant d'avoir une grande fierté pour cette monarchie absolue, bien incarnée par Louis XIV et par son arrière-petit-fils Louis XV. Voyons justement la succession de Louis XIV à Louis XV. C'est le chapitre suivant. Vous avez, je pense, vous avez les documents que je vous ai envoyés par mail, c'est-à-dire une généalogie et puis un petit tableau sur la famille de Louis XIV, les bâtards et la succession légitime. François Bluch parle de cette danse des morts qui va affliger Louis XIV et dans sa descendance à partir de 1710. Cette succession de Louis XIV était à la fois très simple et très compliquée, comme dirait le capitaine Doc. Il y avait un grand dauphin, donc fils direct, 3 petits-fils de Louis XIV, et puis des arrière-petits-fils, en particulier 2 qui vont naître successivement dans la maison de Louis, duc de Bourgogne. Le duc de Bretagne
le deuxième duc de Bretagne. Le premier est décédé en 1705, vous voyez sur la liste. Et le second, né le 8 janvier 1707, et l'autre arrière-petit-fils de Louis XIV, Louis, duc d'Anjou, qui sera Louis XV, qui va naître le 15 février 1710. Donc une succession en ligne directe qui est surabondante. Et puis voilà que la mort fait son travail. À partir de 1711, grand dauphin, Louis, duc de Bourgogne, donc le premier des petits-fils, son fils aîné, le duc de Bretagne, Louis, sa femme, Marie de Savoie, et son fils sont morts de la rougeole. Vous voyez, dans un laps de temps très court, entre le 18 février et le 8 mars. Il reste petit Louis XV, il reste Philippe, duc d'Anjou, qui est devenu Philippe V d'Espagne, roi d'Espagne, donc, et puis il reste Charles, le duc de Berry, mais qui va mourir le 4 mai 1714. Un petit fils du duc de Berry, le duc d'Alençon, est mort 20 jours après sa naissance. Alors, cette danse des morts va affliger Louis XIV. Il n'y a plus de fête à Versailles. C'est surtout la mort du duc de Bourgogne, de sa femme. Ce petit ménage était très apprécié. C'était un petit peu la consolation dans la vieillesse extrême de Louis XIV. Bon, c'était donc un petit-fils aîné, brillant, oui, un ménage sympathique avec des enfants, des petits garçons, n'est-ce pas? Et puis voilà que la rougeole fait une œuvre dévastatrice, et ça casse le moral du roi, et cela pose le problème de sa succession, parce que, donc, c'est vrai, il y a ce petit-fils qui règne sur le trône d'Espagne, et puis il y a ce petit duc d'Anjou, qui est l'arrière-petit-fils, orphelin, de petite santé, il va contracter la rougeole, il va être sauvé, mais il est sauvé par les femmes, parce que il n'était pas prévu qu'il succède à son père ou à son arrière-grand-père. Il y avait avant lui le duc de Bretagne. Le duc de Bretagne a été mis dans la main des médecins qui ont fait toutes les saignées possibles et imaginables, et qui l'ont tué, pour vouloir le sauver de la rougeole. Et le petit Louis d'Anjou a été laissé entre les mains des nourrices. Il n'était pas prévu par ordre direct de succession. Et puis, ils lui ont donné du lait, l'ont mis au chaud, et puis il a survécu, un peu difficilement, mais il a survécu. Et il sera finalement d'une santé très correcte, n'est-ce pas? Il sera emporté par une épidémie de variole, mais sinon, il aurait pu encore régner peut-être une bonne quinzaine d'années, j'allais dire, jusqu'à la Révolution. Donc, en 1712, on n'en est pas là, n'est-ce pas? Alors, Louis XIV est très inquiet, parce que si Louis XV disparaît, certes, il y a les Bourbons d'Espagne, mais le traité d'Utrecht, en 1713, impose à ces Bourbons d'Espagne la renonciation aux droits de la couronne de France. Alors donc, que restera-t-il? Eh bien, il restera les branches collatérales. Les Condé, qui descendent d'un oncle d'Henri IV, les Conti, qui descendent d'un frère cadet du grand Condé, et Louis XIV n'apprécie pas trop ces branches un peu lointaines. Et puis, il y a les Orléans, descendants donc d'un frère de Louis XIII, d'un frère de Louis XIV, et qui, de fait, Philippe d'Orléans, va être le régent, mais qui a une très mauvaise réputation, paillard, païen, impie, et on va même lui faire une réputation d'empoisonneur. Il vit en marge de la cour, et puis c'est un Orléans, n'est-ce pas?
branche cadette, toujours avec on a toujours eu un mauvais sentiment à leur égard. Alors, il y a les bâtards, et vous voyez la liste des bâtards, et parmi ces bâtards, il y en a deux qui sont très appréciés, en particulier de là maintenant, c'est le duc du Maine, et c'est le comte de Toulouse, Louis-Auguste et Louis-Alexandre. Ils germent alors, dans la tête de Louis XIV, les idées tortueuses de, pour le cas où Louis XV ne survivrait pas, légitimer ces bâtards et les rendre successibles à la couronne de France. Cette mesure, cette double mesure, va atteindre directement les lois fondamentales de la royauté française. La raison, elles sont assez obscures, ces raisons. Pourquoi Louis XIV fait-il cela, alors qu'il connaît bien ces lois fondamentales? Alors, on expose ce que je vous ai un peu déjà signifié. Un côté de dépression, peut-être qui engendre une certaine obscurité dans son esprit, cette suite d'essais successifs, cette fin de guerre morose. Bon, certes, on n'a pas perdu de possession, de terre. L'Espagne reste au Bourbon de France, mais enfin, c'est une guerre qui nous a saigné à blanc. Alors, le traité d'Utrecht, bon, on ne veut pas recommencer, on ne peut pas violer ce traité d'Utrecht pour Philippe d'Anjou, duc d'Anjou, roi d'Espagne. Donc on ne peut pas laisser aux Anglais de quelconque soupçon là-dessus. Ça peut être cela. Ça peut être aussi donc cette admiration de la maintenant pour le duc du Maine en particulier, qui a une certaine emprise sur l'esprit de Louis XIV. Et puis donc le sang royal est bien. Le sang de Louis XIV coule bien dans les veines de ces bâtards. Bon, d'où un édit en juillet 1714. Ses deux fils naturels, bâtards, survivants, sont successibles. Puis une déclaration royale du 23 mai 1715, ils sont faits princes du sang. Et un troisième acte qui est le testament du roi Soleil, ce testament qui est daté d'août 1714 et qui va être enrichi de plusieurs codicilles. Ses fils naturels sont inclus dans le Conseil de Régence, ce qui en soi est tout à fait possible et ne pose pas de difficultés majeures quant aux lois fondamentales du royaume. Et puis de toute façon, on sait bien que le testament, Louis XIV probablement ne se fait pas d'illusion que le testament va être cassé, ce qui sera le cas dès le lendemain de la mort du roi. Mais il y a les deux autres actes qui posent un problème vraiment institutionnel. Ce sont les institutions même de la monarchie, et de la monarchie en général, la monarchie française, pas de la monarchie absolue, administrative, mais de la monarchie en tant que telle, qui sont remises en cause, les fameuses lois fondamentales du royaume. Je vous rappelle que la première mention de ces lois en tant que fondamentale est faite en 1775 dans un manifeste du Parti des politiques, c'est-à-dire de ceux qui soutiennent Henri III et Henri de Navarre contre la Ligue. Et précisé en 1586,
Il s'agit d'une ordonnance, d'un décret, d'un lit de justice, au cours d'un lit de justice, du 15 juin 1586, une déclaration du premier président du Parlement de Paris, Harlay, qui parle de ces ordonnances du royaume qui sont inviolables. Et pour terminer, elles ont été sanctionnées par l'édit d'Union en 1588. Il y a trois grands principes qui vérifient ces lois fondamentales: l'hérédité par ordre de primogéniture, l'agnation, une seule race, et la catholicité. Ces lois sont complémentaires et elles sont nécessaires également. Il n'y en a pas qui domine une autre. La loi de catholicité doit être prise avec la loi d'indisponibilité de la couronne et avec la loi de succession par ordre de primogéniture mâle. Ces trois lois sont absolument égales entre elles et complémentaires et unies. C'est un pack qu'il faut prendre ou laisser. La loi de catholicité va rentrer en ligne de compte dans le décret de légitimation des bâtards. Car la loi de catholicité suppose que le roi soit marié légitimement et que ses enfants viennent de ce lit légitime, de ce lien légitime, et un lien qui, nous le savons, est absolument impossible à rompre. Donc, il va y avoir même cette loi qui est mise en jeu. Mais ce qui est touché par la légitimation des bâtards et par les renonciations au traité d'Utrecht, la renonciation du traité d'Utrecht, c'est la loi d'indisponibilité. Elle est fixée dans le droit monarchique sous Charles VII par Jean Juvénal des Ursins. Je pense que vous l'avez vu avec M. Bouscaut, je vous le rappelle très rapidement, en 1445. Ça signifie que le roi ne peut pas abdiquer et ne peut pas renoncer au trône, ce qui va être envisagé par François Ier un temps, alors qu'il est prisonnier de Charles Quint, après Pavie, en 1525. Ça signifierait d'ailleurs que les renonciations de Charles X en 1830 sont invalides. Il n'y a pas on ne peut pas empiéter sur les prérogatives du successeur. C'est-à-dire que le successeur doit attendre son heure. Quand elle est venue, il est roi, et la chose, n'est-ce pas, est réglée une fois pour toutes. Le roi est mort, vive le roi. À partir de ce moment-là, il est le maître, il peut y avoir une régence à cause de sa minorité, jusqu'à 12 ans accomplis, mais cette régence est un gouvernement au nom du roi mineur, et c'est le roi vivant qui règne. Il n'est pas possible d'ex-héréder, c'est-à-dire de retirer de la ligne de succession, et donc en 1713, les renonciations de Philippe V d'Espagne au trône de France sont absolument invalides. Et il n'est pas possible d'ajouter des héritiers. Et donc, c'est le fameux acte de juillet 1714.
Voilà ce que signifie la loi d'indisponibilité de la couronne. Si on posait l'un quelconque des actes que je viens de faire, de décliner, eh bien, on attendrait au statut de la couronne. La royauté ne serait plus gardienne alors de l'intérêt commun, elle aurait violé motu proprio cet intérêt commun parce que le gouvernement royal, le roi n'est pas le propriétaire des lois fondamentales, elles s'imposent à lui. Elles se sont imposées par droit coutumier, par une pratique qui a été confirmée de multiples manières depuis l'accession du Capet à la monarchie et à la tête de la France. Et donc, on est tenu par cette coutume royale définie aujourd'hui, au temps de Louis XV, par ses lois fondamentales. Je vous conseille de jeter un coup d'œil sur un petit opuscule très bien fait de Jean Barbet, Frédéric Bluch, le fils de François Bluch, qui a fait ce bonne biographie magistrale sur Louis XIV, et puis Stéphane Rials. Les lois fondamentales et succession de France, c'est paru nos éditions Diffusion Université Culture en 1984. Alors, à cette loi d'indisponibilité, on pourrait rajouter la notion de continuité de la couronne. Il y a comme un droit de filiation, car il y a une identité de nature entre le roi et sa sa progéniture, et en particulier le primogenitus. La nature royale, disent donc ces trois juristes, la nature royale est transmise de père en fils par le sang. Le roi se perpétue dans son successeur. Il n'est pas une personne physique suivie d'autres. Le roi est une lignée, une personne immatérielle qui se profile derrière une succession de personnes charnelles. Ainsi aboutit-on à dépersonnaliser la fonction royale, à la séparer de la personne physique de ses titulaires. Et donc, on doit dire que le fils du roi n'est pas l'héritier du roi. Il est le successeur. Il succède et il prend la suite du roi son père, ou grand-père, arrière-grand-père dans notre cas, qui décède. Et automatiquement alors, la personne immatérielle, la personnalité immatérielle royale se transmet au successeur qui est désigné sans aucune discussion par cette loi successorale. On parle du roi Louis XIV comme support charnel de la forme royale reçue à travers son prédécesseur. On parle d'une personne royale immatérielle. D'où cet adage qui se formule au XVIe siècle, « Le roi ne meurt jamais en France ». Le roi est mort, vive le roi, finalement, serait une approximation un peu inexacte. Le roi ne meurt jamais en France serait plus propre. Il n'y a pas de discontinuité. Donc je vous disais, les régences ne forment pas, ne bougent pas un trou, même si le roi est mineur, le roi est roi. Il ne règne pas de fait, mais il règne en droit. Il peut être sacré d'ailleurs, dans sa minorité. Donc l'onction du sacre ne va faire que constituer, que déclarer cette autorité au fort de l'Église, au fort sacramentel, tout en rajoutant des prérogatives que nous allons voir, mais la plénitude du pouvoir est dans le seul roi successeur en acte aujourd'hui.